Bonjour et bienvenue sur le podcast On s'active, le podcast des sportives. Pour ce 12e et dernier épisode de la saison 1, je passe de l'autre côté du micro. Vous avez été nombreuses à me suggérer de participer à mon propre podcast et j'ai accepté de jouer le jeu. Pour cet épisode, j'ai donc demandé à Lorraine de m'interviewer. Lorraine est à la base une élève de Zumba, devenue ensuite une de mes coachées, puis hôtesse d'accueil de ma salle. Elle est devenue au fil des années une amie. C'était donc la personne idéale pour lire vos questions et rebondir sur mes réponses. Bonne écoute! Coucou Caro, bonjour tout le monde, c'est Lorraine. Alors aujourd'hui, exceptionnellement, c'est moi qui vais diriger cet épisode pour pouvoir poser les questions à Caro que vous avez voulu les poser. Donc voilà, coucou Caro, comment ça va? Coucou! Bah écoute, ça va très bien, c'est très bizarre d'être de l'autre côté Ah bah, et je sais pas du tout quelles questions tu vas me poser, mais j'ai hâte de les découvrir. ah bah oui, moi ça me fait extrêmement bizarre pour le moment, mais ça va passer. Alors bah déjà, pour commencer, je vais te dire, bah, comme à chaque début de tes podcasts, présente-toi comme tu le sens, qui es-tu? Que fais-tu professionnellement, personnellement? Vas-y. Eh bien, donc je suis Caroline Rinaudot, j'ai 36 ans, je suis maman d'une petite fille qui s'appelle Lola, qui a 3 ans et demi et je suis, coach sportif sur Aix-en-Provence. J'ai, une salle de sport qui s'appelle le Shake Up Studio depuis maintenant 4 ans et je la dirige avec mon conjoint Romain qui lui est aussi coach sportif mais qui gère la partie CrossFit. Super, super et mais oui, depuis quelque temps quand même, là, tu fais d'autres choses, parce que justement avec, la situation actuelle, et tout ça, tu as dû, te développer, virtuellement maintenant? Oui, donc effectivement, je ne l'ai pas dit, mais j'ai forcément un compte Instagram qui s'appelle Fit Mum France. Donc c'est surtout sur, ce compte que je suis, connue et donc depuis, maintenant, 1 an quasiment, j'ai une plateforme de vidéos en ligne et avant cela, je faisais aussi du coaching à distance. Donc c'est vrai que j'ai une grande partie de mon activité, qui est à distance, en fait, qui est, ouais, virtuelle, on va dire. Enfin, je dis toujours, j'ai une activité présentielle et une activité virtuelle. C'est ça et d'ailleurs, il y a plusieurs filles qui se demandaient, comment t'étais venue l'idée de cette plateforme? Est-ce que tu avais eu l'idée avant le premier confinement ou est-ce que c'est, grâce au confinement que tu as pu, lancer ça? Alors non, pas du tout. En fait, j'avais l'idée déjà de faire des vidéos, depuis très, très longtemps, depuis même quasiment, le lancement du compte, Fit Mum Mmh. France. Je voulais faire des vidéos pour les femmes enceintes à la base, sauf que j'avais pas forcément envie de faire que du YouTube. Alors c'est très bien de faire du contenu gratuit, mais j'avais vraiment envie de proposer une offre exclusive. Sauf qu'en fait, techniquement, c'était très compliqué de faire un site internet comme ça. Mmh. Alors j'en ai déjà fait, hein, des sites internet, mais là, ça a dépassé mes compétences et du coup, j'en ai parlé, notamment à mon frère qui travaille dans le e-commerce et qui m'a dit: «Mais Caro, ça coûte hyper cher de faire ce genre de site, c'est plus de 10 000 €». Bah, clairement, j'avais pas le Ouais. budget pour le faire. Donc du coup, je l'ai pas fait. J'ai développé mon compte Instagram, j'ai commencé à faire du coup du coaching à distance. C'était super, ça a même très, très bien marché. C'était, une super période, ça a duré 2 ans et demi. J'ai fait vraiment des super rencontres, c'était top. Sauf qu'en fait, c'était quand même hyper chronophage, ça prenait beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps et surtout, que j'ai que 24 heures dans une journée, j'ai plein de choses à faire et que j'avais pas assez de temps à consacrer à ça. En tout cas, pas assez de temps consacré, de façon, qualitative, on va dire et du coup, j'avais une liste d'attente, j'avais même recruté, Mélanie Lucas pour m'aider et même avec ça, on s'en sortait pas. Mmh. Donc du coup, voilà, je me sentais hyper frustrée et en fait, un jour, je discutais avec, ma copine Audrey, donc qui a un compte Instagram aussi qui s'appelle, Happy Mum and Baby et donc on parle souvent ensemble et on aime bien se partager des petits tips, Instagram, business et tout ça et en fait, elle aussi, elle vivait un peu la même chose. Elle avait, tu sais, elle faisait du suivi, pour le Oui. sommeil avec les bébés et bah, comme, moi, en fait, elle en pouvait plus. En plus, elle est au Canada, donc Mmh. elle se levait à 4 heures du matin pour Ouais. répondre aux mamans. Enfin, elle trouvait pas de solution comme moi. Enfin, on était vraiment toutes les 2 bloquées. Victime de votre succès. On vou
C'est ça, on voulait encore plus développer, mais on savait pas comment faire et un jour, elle m'appelle, elle me dit: «Bon, j'ai trouvé une solution. Il y a un site où c'est des plateformes de vidéos en ligne, c'est trop bien». Du coup, je regarde vite et je me rappelle tellement de la scène. Je suis sur le canapé avec Romain à côté, je fais: «Mais j'ai trouvé enfin la solution! Putain, je suis trop contente, je suis trop contente» et je m'inscris direct et je commence à faire la structure du site et donc ça, c'était en janvier de l'année dernière, donc ça Ouais. remonte à il y a plus d'un an, Mmh. donc c'était bien avant le confinement. Sauf que, à cette époque, j'avais aussi les cours collectifs, j'avais aussi la salle, j'avais encore les coachings à distance et j'avais pas beaucoup de temps à consacrer donc je faisais la structure le soir devant la télé et je m'en sortais pas et donc est arrivé le confinement et pour moi, mais c'était parfait, parfait parce que j'ai enfin eu le temps de vraiment me consacrer à ça et du coup, pendant les 15 premiers jours du confinement, j'ai filmé un max de Mmh. vidéos. Je me suis fracassée, je me suis tuée, mais voilà, j'avais en fait la structure qui était prête, il me Mmh. restait plus qu'à faire les vidéos et donc c'est sorti, 15 jours après le début du confinement, donc le 29 mars. Donc beaucoup de personnes ont effectivement pensé que j'avais lancé cette plateforme parce que, il y avait le confinement, alors qu'en fait pas du tout. C'était un projet que j'avais en tête depuis des années, ça faisait des mois que je travaillais dessus et qu'en fait le confinement m'a Mmh. juste permis de le finir et de le lancer et de prendre du temps réellement pour ça. Donc, pour moi, le confinement, c'est tombé mais pile poil au bon moment et donc du coup, maintenant je continue, j'adore, et j'ai décidé, au bout d'un mois d'arrêter les coachings à distance alors qu'à la base, j'avais prévu de faire les 2 Mmh. et en fait, la plateforme a cartonné grâce au confinement parce que les salles étaient fermées et du coup, j'ai décidé d'arrêter, très, très rapidement, beaucoup plus rapidement que ce que j'avais en tête, les coachings à distance, voilà et me consacrer, pleinement, à ça et voilà donc maintenant, ça me prend beaucoup de temps mais j'adore, Mmh. voilà. Ouais, c'est trop génial. Oui, pour le coup, pour te connaître et avoir été là à ce moment, déjà sur Instagram, tu avais commencé un petit peu le teasing, bon moment avant le confinement, à dire: «J'ai un projet en cours et tout ça, bon ça met du Oui, temps à se mettre en place, mais ça arrive» et nous à la salle, quelques personnes, tu avais commencé à nous montrer un petit peu une élaboration du site et c'était trop, trop bien quoi. Donc franchement, ouais. c'est tombé, comme du pain béni, ce Ah confinement pour mais le c'est coup, comme quoi il y a des mais personnes c'est pour qui c'était exactement ça! positif. Je crois que j'étais la seule personne en France à me dire: «Pourvu qu'on soit confinés, pourvu qu'on soit confinés». J'étais C'est à trop cause de toi, contente. c'est à cause de toi. C'est ça, c'est ça. Il y a enfin quelqu'un qui m'a écoutée, qui a dit: «Caro, c'est bon, c'est ton moment, Vas-y, vas-y». c'est bon, on va te laisser te développer. Bon alors sinon, alors je vais remonter un petit peu dans le temps quand même, pour, voir un Oui, petit peu ton rapport au sport et tout ça. Parce que notamment les filles, elles se posaient surtout, la question, bah, comment est-ce que tu es devenue coach sportive? Mais déjà moi je me oui. demandais, bah, quelle a été ta relation au sport avant? Est-ce que tu étais, par exemple une ado ou une enfant, sportive parce que tes parents, t'ont inculqué les valeurs du sport? Peut-être qu'ils étaient eux-mêmes sportifs et tout ça, raconte-nous. Alors, je pense pas que je pourrais dire que j'étais une enfant ou une ado très sportive. Je pense que je faisais du sport, comme, tout enfant ou tout ado, c'est-à-dire je faisais la danse le mercredi, et c'est tout quoi. Ouais. Heu, je l'ai déjà dit ça en story, mais je me rappelle qu'à l'EPS, j'étais parmi les dernières à être sélectionnée. Enfin, j'avais pas un rapport, hyper fort, hyper passionné avec, le sport, pas du tout. Après mes parents, sont sportifs. Alors mon père faisait, quand j'étais enfant, beaucoup de vélo, surtout le dimanche parce qu'il bossait beaucoup. Ma mère, je me rappelle qu'elle faisait du step et de Ouais. l'aquagym. Mais comme une maman, en fait, elle en faisait voilà, le soir, et on restait un peu plus longtemps chez nos grands-parents. Mais voilà, c'était pas on fait pas partie d'une famille de méga sportifs où tous les week-ends tournent autour du sport. Pas du tout, du tout. On est une famille tout à fait classique avec des parents qui font juste, le minimum de sport, et pas plus. Ils nous ont pas, super poussés à faire des compétitions ou j'en sais rien, pas du tout. Voilà, on faisait mon frère, il a fait plein de sports, mais voilà, il est sportif, mais on va dire sans plus et moi, c'était pareil. J'ai fait de la danse, toute mon enfance, toute mon adolescence jusqu'à mes 16 ans et en fait, à 16 ans,
Je me suis blessée au dos, lors d'une répète en danse Mmh. et du coup, j'ai dû arrêter et pour me remuscler, j'ai dû, m'inscrire dans une salle de sport et donc c'est un petit peu comme ça que je suis tombée, dans un club de fitness pour la première fois D'accord. et en fait, à partir de là, j'ai commencé à un petit peu plus m'intéresser mais après, jusqu'à ce que j'ai peut-être 25 ans, je ne m'y suis pas intéressée plus que ça, quoi. J'avais une relation, normale au sport, voilà, 1, 2, 3 heures mais franchement pas plus. Je j'ai jamais fait de Mmh. compétition. D'ailleurs, je me rappelle bien que j'ai fait une année du tennis. Même le moniteur, il m'a dit: «Non, non, mais toi, tu vas pas à la compète samedi». Donc non, non, j'étais, enfin voilà, une enfant et une adolescente, normale Mmh. quoi, enfin vis-à-vis du Oui, sport. c'était un hobby comme ça, mais bon, Ouais, voilà, tu te voyais pas, ni te plus ni jeter moins corps et âme quoi. dedans, quoi. C'est Ah non, pas du et tout, mais alors pas du et tout. du coup, à quel moment tu as eu un déclic qui a fait que, tu as voulu passer du statut d'élève au statut de prof? Alors en fait, ça s'est fait pendant mes 3 années où j'étais sur Paris, où en fait, je suis arrivée sur Paris pour faire un stage de fin d'année et donc du coup, comme j'arrivais sur Paris, je les clubs de fitness à Paris sont excessifs pour des étudiants. Enfin, c'était, inenvisageable d'aller au Club Med Gym. Donc du coup, je me suis dit: «Je vais m'inscrire dans une petite asso» et la stagiaire avec qui j'étais, en stage dans l'entreprise m'avait dit d'aller, dans une association qui s'appelait la Gym suédoise Mmh. et donc on est allés un soir ensemble, après, notre travail et en fait, j'ai adoré. J'avais jamais autant transpiré, c'était trop cool. J'ai vraiment gros coup de cœur et donc j'ai fait ça pendant, tout mon stage et puis même après quand j'ai trouvé un boulot, j'y allais le soir, c'était cool et ensuite, il y a eu la crise financière, Mmh. de 2008, je Ouais. crois que c'était et je me suis retrouvée sans boulot, en fait et du coup, le sport, c'était un peu mon seul moment où je pouvais sortir le Mmh. soir parce que sinon j'étais en pyjama toute la journée devant la télé à essayer de trouver, tu vois, regarder les Ouais. annonces et du coup, j'allais tout le temps au même cours, celui de 17 heures parce que je m'étais dit: «Au moins il y aura pas, tu vois, tous les Mmh. travailleurs et je serai tranquille» et en fait, c'était souvent la même prof et on faisait le trajet du retour ensemble parce qu'on habitait juste à OK. côté. Et en fait, un soir dans le métro, elle me dit: «Mais tu sais, on recherche une hôtesse d'accueil si ça t'intéresse, vu que de toute façon tu travailles pas, ça peut être cool». Je me suis dit: «Bah, trop cool». En gros, j'avais qu'à arriver une demi heure avant le cours, je faisais l'accueil, je faisais le cours gratuitement et je rentrais chez moi et en plus j'étais payée pour ça, donc c'était parfait. Donc j'ai fait ça et en fait, très, très rapidement, lors du premier mois, il y avait une responsable de zone, en fait, ça fonctionnait par zone, en fait, par quartier où tu avais des responsables qui géraient les cours, qui avaient lieu dans le quartier ou l'arrondissement et donc une responsable m'a dit, «Écoute, ça serait cool que tu passes la formation pour devenir monitrice de gym suédoise, je pense que tu as le niveau et tout». Je me suis dit: «Bah, écoute, vas-y, j'y vais, quoi» et je le fais et j'ai été prise et donc j'ai suivi une petite formation pour devenir monitrice et c'est Mmh. comme ça que je me suis retrouvée face à des élèves alors qu'1 mois avant, j'ai été l'élève et j'ai adoré. En fait, j'ai trop, Ouais. trop aimé. D'ailleurs, cette responsable qui m'a demandé, de devenir monitrice, c'est toujours une copine maintenant. C'est un peu grâce à elle quand même Mmh. que j'en suis là Ah bah, maintenant, oui. heu et heu et je l'en remercierai d'ailleurs jamais assez parce Mmh. que voilà et puis voilà et puis après j'ai découvert la Zumba Mmh. en tant qu'élève sur Paris, parce qu'il y avait dans la salle où je donnais cours de gym suédoise, il y avait aussi un cours de Zumba avec, Alix de Zumba France qui est hyper connue. Ouais. C'est peut-être la prof la plus connue de France, qui est d'ailleurs devenue une copine, après et en fait, je comprenais pas pourquoi son cours, il y avait autant de filles. Il y avait peut-être 50 filles dans le hall d'accueil. Je me disais: «Mais c'est pas possible ce cours, c'est quoi ce cours?» C'était pas du tout Mmh. connu la Zumba à l'époque et donc un jour, je lui ai dit: «Est-ce que je peux venir faire ton cours?» et elle m'a dit: «Oui, oui» et en fait, j'ai adoré, mais je me rappelle des chorés, je me rappelle de cette ambiance de fou pendant Ouais. ce cours. Je me suis dit: «Mais c'est ça que je veux faire, en fait» et c'est tombé pile au moment où je redescendais sur Aix et du coup, quand je suis arrivée sur Aix, il y avait pas la Zumba, ça existait pas encore à Mmh. l'époque et donc j'ai passé la formation et j'ai décidé de donner cours. Donc je louais des petites salles à l'heure et le soir, je donnais des cours de Zumba et en même temps que j'avais développé la gym suédoise, sur Aix, je faisais les 2. Et en fait, au bout d'un an, la Zumba, a explosé. Mes cours ont explosé. La gym suédoise a stagné, ça leur a pas trop Mmh. plu
Donc je me suis fait virer de mon statut de responsable de gym suédoise à Aix. Sur le coup, j'avais les Ah bah, nerfs, tu m'étonnes. j'étais énervée parce qu'en fait, ils étaient persuadés que je leur volais des élèves, OK, en fait, que je faisais la pub de la Zumba en cours de gym ouais. suédoise, alors qu'en fait, pas du tout. J'en parlais jamais, je donnais cours dans des salles complètement différentes, mais ça leur a pas plu, donc j'étais très Mmh. énervée, de ça, alors que je pensais, moi, que j'avais bien fait les choses. Et en fait, tu me connais bien, donc tu le sais, quand on m'énerve, C'est là que ça tu sors révèle le le meilleur jeu. voilà, exactement, ça révèle le meilleur de moi-même et je me suis dit: «Ah oui, pas de problème les gars, vous m'avez viré, là maintenant je vais vous écraser» et donc mais vraiment c'est vrai et donc du coup, bah, c'est ce que j'ai fait. Enfin, j'ai mis toute mon énergie, dans ça. J'ai passé mes diplômes, et je me suis vraiment consacrée à ça. J'ai récupéré les créneaux de la gym suédoise dans les autres salles. Enfin, vraiment, je leur ai fait la misère. D'ailleurs, ils n'existent plus maintenant et moi, je suis toujours là. Oui! Voilà la victoire. Bravo Voilà, Caro! donc c'est comme ça. Donc voilà, c'est un petit peu comme ça. C'est des petits Ouais. enchaînements, des personnes qui ont été là au bon moment, des coups durs qui ont fait que je me suis relevée et que j'ai donné le max et voilà et maintenant je fais plus que ça donc et j'ai eu la chance incroyable que le local que je louais à l'heure pour mes cours de Zumba, s'est vendu et le local qui était juste à côté était à vendre et donc du coup mais voilà, Ouais. ça c'est une chance extraordinaire. Après il y a aussi, de la chance dans tout Mmh. ça, et donc j'ai pu le racheter, faire des travaux et en faire, ben, du coup maintenant le Shack Up Studio qui a ouvert il y a, 4 ans Mmh. bientôt, le 6 juin 2016. Voilà. Oui, il y a eu de la chance, mais après, la chance, ça se crée et c'est aussi parce que tu as réussi à te relever et à te montrer résiliente et à montrer ta motivation que tu en es là où tu en es maintenant. Oui, oui, non, c'est sûr, enfin, je pense que ça, c'est le cas, je m'identifie pas du tout à ça, mais aux gens qui ont des success stories de dingue, souvent, il y a des gens qui disent: «Ah mais ils ont eu de la chance». Non, il y a pas que Mmh. de la chance, en fait, dans la vie. Déjà, il y a beaucoup de travail et effectivement, il y a toujours un petit pourcentage de chance dans tout ça. C'est vrai que Mmh. moi, j'ai eu la chance qu'il y ait eu ce local à ce moment-là qui s'est libéré, mais il est vrai aussi que, quand, voilà, quand je me suis fait virer de la gym sup, j'en ai pleuré dans ma Ah voiture bah, le ouais, jour même. Mais le lendemain, je me suis dit: «OK, pas de problème les gars», et je suis partie et c'est pareil pour, enfin voilà, j'essaie de, de chercher de m'adapter en fait à c'est chaque ça. situation. Donc je vais pleurer, un soir, une nuit et le lendemain, c'est bon, je suis Mmh. remotivée à bloc et je trouve des solutions et je repars. J'ai pas besoin de beaucoup. Ça, c'est un trait de caractère que je me reconnais et dont je suis plutôt fière. C'est que Tu peux, je tu peux. voilà, merci. Donc je suis capable de me réadapter et les coups bas me font pas peur. Ça va m'énerver, ça va me décevoir, ça va me frustrer, ça va m'agacer, ça va me faire pleurer. Mais par contre, je me laisse jamais abattre. C'est-à-dire que le lendemain, c'est oublié et voilà, encore une fois, ça Mmh. révèle mais le meilleur de moi-même. Et pour tout, que ce soit une prof qui, me largue, par texto, que ce soit on sait très bien de Voilà. qui on parle, heu, que ce soit, voilà, le fait que je me fasse virer, enfin, je j'ai pas d'autres exemples là en tête qui me Mmh. viennent, mais en tout cas, Tu sais retomber sur tes j'ai pattes et rendre la voilà, situation, comme une opportunité. exactement, c'est Voilà exactement ça. et ça, c'est hyper impressionnant et c'est motivant du coup, je trouve, pour les gens autour de toi, de se dire, «Bah, si elle y arrive, pourquoi est-ce que moi j'y arriverai pas, quoi?» Exactement. Voilà. Merci. Mais de rien, je le pense vraiment et du coup, qu'est-ce que tu aimes le plus dans ton métier? Hem, alors quand c'est en présentiel, mais en fait ça vaut aussi pour le virtuel, c'est de voir les personnes évoluer. Mais pas physiquement, parce Mmh. que ça finalement, je m'en fiche un peu. C'est plus mentalement en fait. Je le voyais beaucoup quand je faisais les coachings en salle, c'est cette, confiance en soi que l'on prend, en fait. On arrive, que l'on soit mince, grosse, jeune, vieille, on arrive, on est souvent quand on s'inscrit à un coaching ou même quand on s'inscrit dans un cours en salle, en se disant: «Bon, il faut que je perde du poids, je m'aime pas». Enfin voilà, on arrive avec plein de pensées négatives et c'est pareil d'ailleurs, en virtuel, hein, j'ai plein de messages tous les jours, «Je m'aime pas, j'ai tant de kilos à perdre, j'arrive pas à trouver du temps, qu'est-ce que je peux faire?» Donc je les oriente et puis de voir, au fil des semaines,
voilà, la personne, se révéler et prendre confiance en elle et ça, je trouve que c'est la chose la plus formidable quand on fait ce métier, c'est de se rendre compte qu'on a, un petit rôle à jouer dans tout ça. Après, je dis souvent, je vous donne les ingrédients et c'est vous qui faites la recette. Il y a des fois des recettes qui sont magnifiques, des fois des recettes qu'on rate, mais mais ouais, c'est ça, c'est d'aider la personne à prendre confiance en elle et avoir une meilleure estime de soi. Je trouve que c'est magnifique. Mais après, ça va être des choses très bêtes comme, je me rappelle d'une fois une coachée qui m'avait dit, qui était très, très discrète, très timide, et qui m'avait dit, «J'ai enfin réussi à répondre à la caissière Ouais, à Casino qui me gonflait» et j'étais là: «Ouais, trop bien» et elle était hyper surprise. Elle m'a dit: «Mais c'est pas moi ouais. ça». J'ai dit: «Bah, parce qu'en fait, tu prends confiance en toi, Mmh. tout simplement» et même si tu vois pas forcément les changements physiques au début, il y a quelque chose qui s'opère très, très, très rapidement quand on se remet au sport, c'est le changement mental. C'est Mmh. cette confiance que l'on prend en soi et je trouve que c'est le plus beau quand tu es coach. Ah ouais. Bah, moi, par exemple, enfin, bon, je vais parler de moi 2 petites secondes, mais parce que j'ai été une de tes coachées pendant 1 an Oui, et bon, non seulement j'ai été contente d'avoir atteint mon objectif, physique, de base, mais là où j'ai vu la différence aussi, c'était dans ma personnalité et que oui, j'ai eu, plus de facilité à m'ouvrir et mais totalement. reprendre confiance en moi, à porter des vêtements que j'osais plus porter parce que j'étais plus assez à l'aise dedans et tout ça. Enfin, et là-dessus, c'est tellement bien de voir que tu as une évolution physique, mais surtout mentale, et c'est là où, où c'est encore plus beau, quoi. Ah mais complètement et surtout pour toi, pour le coup, je peux le dire, tu as commencé où tu étais élève de Zumba, tout au fond de la salle, la petite Lorraine toute Ah, je me discrète, planquais dans le mur. voilà. C'est exactement ça et puis finalement, tu es venue me voir toute mignonne en me demandant si tu Mmh, pouvais faire du coaching. Tu voulais faire du coaching en privé parce que tu voulais pas être avec les ouais. autres filles au début, et au bout d'1 mois, je crois, tu es passée en Mmh, semi-privé, donc en groupe et maintenant enfin pas maintenant parce que la salle est fermée, mais avant du coup la mmh, fermeture, tu étais passée au cours de CrossFit. Enfin ouais, vraiment tu es vachement ouverte et voilà. ouais. Bah, c'est exactement ça. Tu es la meilleure définition, le meilleur exemple que je peux donner. Oh, c'est gentil. Mais c'est grâce à la super coach que j'ai eue aussi. Non, grâce à toi surtout, ne l'oublie pas. Ouais. Et alors, il y a une de tes abonnées qui se demandait, est-ce que c'est rentable, hors Covid évidemment, d'être coach sportif? Alors c'est un peu comme tous les métiers. Je dirais, en tout cas les métiers d'indépendants, ça vaut pour les avocats, les Mmh, médecins, pour tout. Tu as des coachs sportifs qui gagnent, bien leur vie, même très bien mmh, leur vie, hein. Et il y en a qui galèrent, qui sont obligés d'avoir d'autres métiers à côté. Souvent d'ailleurs, c'est des vendeurs Décathlon. ouais. Donc il y a vraiment de tout. Moi ça va. Moi parce que j'ai une salle, après, beh, je travaille pour, Mmh, hein. Je dis pas que ceux qui ne gagnent pas bien leur vie ne travaillent pas, pas du tout, hein. Il y a même d'excellents profs ou coachs qui gagnent pas leur vie et c'est tellement dommage. Mais oui, on peut gagner sa vie en étant coach sportif, il faut juste en mmh, donner les moyens. Il y a un énorme bouche à oreille aussi, beaucoup de travail, mais voilà. On Enfin, moi, je trouve qu'on soit coach parce que pour moi, coach sportif, donc c'est des personnes qui coachent, en individuel ou en semi-privé et les profs, c'est ceux qui font des cours collectifs. Qu'on soit l'un ou l'autre, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de mmh, préparation. Donc vous voyez en tant qu'élève, la partie immergée de l'iceberg. Mais ça, c'est 1 heure, en mmh, fait. Vous voyez 1 heure de cours collectif ou de coaching, mais en fait, 1 heure de cours collectif, c'est des heures et des heures, d'entraînement perso, de préparation de la séance et ça, toutes ces heures de préparation, c'est ce qui va payer sur l'heure de cours mmh, collectif ou de coaching. Si on arrive en cours collectif, qu'on n'a pas préparé sa playlist de Zumba, qu'on n'a pas préparé son cours de pilates, qu'on ne sait pas quelle séance on va faire à son client, ah beh, forcément ça va pêcher derrière, le bouche à oreille, il sera pas mmh, super. Si on a, énormément travaillé derrière, forcément, ben, ça va se voir. On passe pour quelqu'un de compétent et donc évidemment le bouche à oreille derrière sera meilleur et après encore une fois, il y a aussi un petit peu cette question, de chance, de personnes qui viennent, qui sont peut-être un peu influentes, qui ont des rôles, voilà, par exemple un médecin ou un kiné qui va pouvoir parler de nous, à des clients. Voilà, et après il y a plein de choses qui se mettent en place, en Zumba, ça peut être une étudiante, qui va ensuite en parler à toute sa classe et qui va ramener la moitié de sa classe en mmh. cours. Enfin voilà,
Après, il y a le bouche à oreille, voilà, qui joue, mais oui, on peut bien gagner sa vie en tant que coach sportif hors Covid. Évidemment, avec le Covid, c'est carrément Ah différent ouais. pour nous, c'est extrêmement difficile, en ce moment. Mmh. Et je me posais la question du coup, à l'ère des réseaux sociaux et tout ça, du coup, tu vois les réseaux sociaux comme, un frein, heu, un frein, à ta visibilité dans le sens où, bah, tu te heurtes aux grandes, fitness girls ou Mmh. instagrammeuses qui ont plus facilement, beaucoup d'abonnés et qui n'hésitent pas pour autant à faire des programmes sportifs alors qu'elles sont pas forcément diplômées là-dedans? Ou est-ce que justement c'est un super moyen pour toi de te faire connaître, enfin de te faire connaître, de d'avoir une belle vitrine et du Oui. coup de donner envie parce que c'est plus facile de partager, c'est un bon moyen de partage, parce que c'est un bon moyen de partage, très rapide et fluide. Mmh. Heu, pour moi, c'est obligatoire, les réseaux sociaux, maintenant, ça se passe par là, ça passe tout par là, quoi. Donc ça veut dire qu'évidemment, quand on est coach sportif, hem, sans parler d'avoir, des programmes, à distance ou quoi, juste coach, les réseaux sociaux, c'est la meilleure vitrine pour faire connaître son travail et ses compétences. Ça, c'est évident, c'est pour moi essentiel, c'est même enfin, c'est obligatoire, en fait. C'est la seule façon dont on a de se faire connaître maintenant, avec le bouche à oreille. Hem, mais c'est vrai qu'on est confronté, aux instagrammeuses, aux fit girls, tout ça. C'est très compliqué pour nous, parce que, ben, c'est l'un des rares métiers, où il y a un flou juridique concernant tout ce qui va être à distance. Donc c'est vrai que c'est très, très compliqué parce que, bah, encore une fois, il y a des coachs qui sont très, très compétents et qui n'ont pas de visibilité sur les réseaux sociaux parce qu'il y a toutes ces fit girls qui prennent énormément de place et que les gens pensent que, la compétence vient au nombre d'abonnés. Alors que pas du tout. Ce qui la chose la plus importante, c'est quand même de regarder si la personne est diplômée parce qu'encore une fois, même si la fit girl, elle sait faire un squat proprement, il y a une différence entre être une bonne athlète et être un bon coach. C'est 2 choses différentes. Créer une séance, créer un programme, c'est quelque chose qui s'apprend, déjà, en formation et ensuite avec l'expérience. Moi, on me dit souvent, sur la plateforme: «C'est un truc de dingue, on dirait que tu es dans la maison avec nous, tu vois exactement quand est-ce que je vais lâcher». Bah oui, parce qu'en fait, ça, j'ai pu le voir en coaching, j'ai pu le voir en cours collectif et je sais exactement quand est-ce que les filles commencent à relâcher. Ça, une fit girl, elle le sait pas. Elle a l'habitude de faire sa séance toute seule sur ses machines de musculation ou à sa maison. Elle n'a jamais été confrontée à du public. Elle n'est pas capable de s'adapter à son public. Elle n'est pas capable de savoir, ben, comment adapter un mouvement par rapport à une blessure, à une pathologie particulière, quand est-ce qu'il faut, remotiver la personne. Ça, c'est des choses qui s'apprennent au quotidien dans les salles avec des vrais gens. Ça s'apprend pas sur internet, ça et voilà et c'est vrai que c'est très compliqué pour nous parce qu'on a l'impression qu'on se fait un peu voler la vedette. Alors c'est un peu fort comme mot, mais en gros, qu'on n'est pas, qu'on nous reconnaît pas Mmh, notre juste c'est ça. valeur. Voilà et c'est hyper frustrant, parce que, parce qu'il y a trop de personnes. Alors encore une fois, elles sont super jolies, elles ont, elles pour la plupart, elles savent faire un squat correctement. Certaines ne savent même pas faire un squat correctement, mais elles ont quand même le seul point positif que je peux leur trouver, c'est qu'elles mettent des gens au sport. Ouais. Donc ça, quand même, c'est cool. Et après, c'est à nous, coachs sportifs, arriver à leur niveau de visibilité et c'est quand même pas facile parce que, ben, quand on est coach sportif, on a un vrai métier. On peut pas passer notre temps à faire, des posts, des vidéos, des stories, des réels, des TikTok, parce que, ben, nous, on est en cours collectif, on est avec des vrais gens et que ce temps qu'on passe avec des vrais gens, on peut pas le passer à faire des stories. Mmh. Et ces filles-là, elles ont aussi souvent un staff derrière elles. Elles ont, plein de community managers, elles ont, des personnes qui les entourent que nous, on n'a pas. Mmh. Donc, on se bat pas du tout à armes égales, en fait et c'est ça qui est compliqué. Ouais, Voilà. j'imagine. Quand on regarde, ton compte, ton studio et tout ça, on voit que tu t'adresses, principalement à des femmes et Oui. notamment surtout enfin une bonne en tout cas une bonne partie, femmes enceintes postpartum parce que donc au cours de ton de ta carrière, tu t'es spécialisée pour les femmes enceintes et postpartum. Tu t'es spécialisée là-dedans à quel moment?
Bah, quand j'étais enceinte, tout simplement, on va être très honnête, hein, la grossesse, tant que j'étais pas enceinte, ça m'intéressait pas du tout. Les enfants ne m'intéressaient pas du tout, voilà, je vais être sincère, c'était pas du tout, voilà, quelque chose qui m'intéressait, déjà parce qu'on n'est pas formé sur la grossesse pendant les formations, ça, il faut le dire. Parce que souvent j'entends aussi: «Ah mais mon coach il me fait faire n'importe quoi». Non mais en fait, ton coach c'est juste que bon d'accord, il a pas pris le temps de s'intéresser à toi, mais aussi parce que simplement on nous forme pas du tout à ça et c'est en fait une formation qui est en plus. Ouais. Donc heu, donc moi je m'y suis pas intéressée comme la très grande majorité des coachs jusqu'à ce que je tombe moi-même enceinte et jusqu'à ce que je tombe enceinte, je vais même être de ces coachs qui disaient: «Les 3 premiers mois, tu t'arrêtes. Je veux pas te voir dans ma salle, j'ai trop peur, je veux pas prendre de risques, fais ta vie, tu reviens me voir quand tu as 4 mois». Et en fait, bah, quand ça m'est arrivé, je me suis dit: «Ah mais moi je vais pas m'arrêter 3 mois, je peux pas, Mmh. j'ai besoin de Bah, oui. vivre, j'ai besoin de manger, donc il faut que je trouve des solutions» et donc je suis allée voir ma gynéco, carrément paniquée en lui disant: «Je suis enceinte, je suis coach, qu'est-ce qu'il faut que je fasse?» Et elle m'a regardée mais avec des yeux, mais je me rappellerai de cette scène, mais toute ma vie et vraiment elle m'a dit: «Et alors?» Je dis: «Beh, je sais pas, je dois m'arrêter». Elle me dit: «Non mais faut arrêter, hein, le délire, de penser que les femmes enceintes sont handicapées, pas du tout». Je dis: «OK, d'accord» et elle m'a dit: «Non mais vous pouvez tout continuer, il y a pas de souci». Donc voilà, elle m'a énormément rassurée, et c'est grâce à elle que, bah, que j'en suis là maintenant. C'est grâce à ces mots qu'elle m'a dit, hem, où j'ai décidé, ben, de me former, de me renseigner sur le sujet, de partager mes entraînements. À la base, Fit Mom France, c'était ça, c'était juste je partageais mon quotidien. Je donnais pas beaucoup de conseils au début, je partageais vraiment sur tout ce que moi je faisais. Je mettais aussi en avant d'autres mamans Mmh. sportives qui étaient enceintes en même temps que moi et puis après, bah, je me suis un petit peu plus renseignée, je me suis formée, je lis beaucoup d'articles sur le sujet, mais voilà, c'est par mon expérience que que je me suis lancée dans ça. Sinon, si j'avais pas été enceinte, je pense pas que je l'aurais fait à un moment. Là, maintenant, j'ai l'expérience personnelle et professionnelle parce qu'après j'ai suivi d'autres mamans voilà, maintenant je me sens légitime d'en parler. Mmh. Oui, c'est vrai, comme tu disais, il y a beaucoup d'a priori et de stéréotypes sur la femme enceinte, au sport. Enfin, même moi, je me Oui. rappelle avant que je débarque, à la salle, j'avais plein de préjugés. Je me disais: «Non, non, mais quand tu es enceinte, tu peux pas faire du sport» et puis j'ai vu les caros, donc les profs de Zumba faire des trucs de fou et j'étais comme ça, je disais: «OK, bon, c'est bon, en fait, non, j'ai c'est complètement faux. Il faut que j'arrête de me dire ça». En plus, je les voyais faire des trucs de fou et moi, j'étais en nage, j'étais en train de crever, là. Non, OK, non. Tu enceinte, tu peux faire du sport, enfin, si tu es déjà sportive et tout ça évidemment avant, Oui. mais ouais, non, c'est fou les a priori qu'on peut avoir, Ouais, ouais et puis surtout, bon, moi, j'ai été la première de mes profs, enfin des profs à être enceinte à la salle. Donc moi, j'ai un petit peu subi des petits mmh, commentaires, alors gentils parce qu'ils me connaissent, donc c'était pas des critiques, hein, du tout, mais du style: «Mais tu vas accoucher à la salle, fais un squat et elle va sortir», enfin voilà, ce genre de truc: «Mais tu es encore là, c'est pas possible, il faut que tu te reposes». Donc ouais, moi j'ai eu pas mal de commentaires que mes autres profs, donc les autres carreaux, qui ont été enceintes 1 an après moi, n'ont ouais, pas eu, du tout parce que du coup, bah, j'étais passée avant et puis comme tu l'as dit, elles comme moi, elles ont continué les cours, jusqu'au bout. Même elles ont continué encore un peu plus mmh, longtemps que moi, et du coup, c'est vrai que nous quand même à la salle, on est quand même vachement protégés de ces commentaires parce qu'on a eu dans les profs 3 profs enceintes et aussi plein d'élèves, qui ont osé du coup, continuer mmh. parce qu'elles nous ont vus. Donc nous, c'est vrai qu'on est, je pense, l'une des rares salles de France à avoir autant de femmes enceintes. Ah ouais, c'est impressionnant. Il y a eu un moment, Ouais, jadis quand le crossfit, était encore possible, en salle, oui, où il y avait plusieurs, filles enceintes qui venaient faire les séances et je les voyais soulever des poids plus lourds oui. que moi et tout ça. Je me disais: «Pouah, là là, j'envoie du lourd». Ouais. Et d'ailleurs, tu parlais donc, des remarques et tout ça que tu pouvais te prendre et de un peu donc du regard des autres. Est-ce que, tu Oui. as eu des remarques ou quoi par rapport à ton poids? Parce que bon déjà enfin personnellement, c'est jamais facile je pense pour, quelqu'un de prendre du poids et tout Mmh. ça et même donc comme pour une fois quand tu tombes enceinte de se dire, «Bah, je vais prendre du poids». Mais je pense que ça doit être encore plus compliqué quand tu es coach sportif et que entre guillemets «tu dois montrer l'exemple» et genre, prendre du poids pendant ta grossesse et après la rapidité avec laquelle tu vas perdre ou non.
Oui, j'en ai eu, alors, alors je les ai pas eu directement, d'abord les Mmh. remarques. Je les ai entendues ou on me les a rapportées, donc surtout les 3 premiers mois. Parce que avant que je tombe enceinte, j'avais perdu beaucoup de poids, j'avais perdu 11 kilogrammes, et quand, je suis tombée enceinte, j'ai pas forcément pris beaucoup de poids le premier mois, mais par contre, je me suis élargie des hanches très, très vite, très vite. Et en fait, j'entendais, «Elle a un peu grossi, elle a repris des Ouais. hanches», enfin ce genre de truc. Donc c'était hyper dur parce que, bah, tu l'as bien dit déjà, c'est très difficile personnellement de prendre du poids. En tout cas moi, pour moi, c'était compliqué, surtout que j'en avais perdu. Donc j'avais Ouais. l'impression que j'allais tout gâcher avec la grossesse. Donc pour moi, c'était très compliqué, personnellement à voir ces changements-là. Je me trouvais déjà énorme, j'avais l'impression que j'avais un ventre énorme, alors qu'en fait maintenant quand je revois les photos, pas du tout. Mais c'était très compliqué et d'entendre ces petits bruits de couloir, franchement ça a été, très, 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 très dur, vraiment. Je me rappelle du dernier cours de Strong que j'ai fait, où j'ai annoncé, que j'arrêtais le cours de Strong parce que j'étais enceinte et je me rappelle avoir entendu, «Ah bah, tu vois, je te l'avais dit qu'elle était Mmh. enceinte» et en fait, ça m'a blessée mais tellement. Franchement, ça a été très, très dur à vivre. Après le sur le reste de la grossesse, j'en ai pas eu, à part les questions, que l'on a tout le temps, «Combien de kilos tu as pris?» mais pas des questions du style: «Ah, tu as vraiment grossi?» au Ouais. contraire, on avait plutôt tendance à me dire, «Ah, mais tu as pris que du ventre». Enfin, c'était plutôt gentil. Mais c'est vrai que toute la première phase de la grossesse a été très compliquée pour moi à vivre, et c'est l'une des raisons qui font que j'ai pas prévu d'avoir un deuxième, mais qui me f si un jour j'ai envie d'avoir un deuxième qui me font très peur, je pense que déjà je le vivrai pas du tout pareil, que je répondrai, frontalement Mmh. aux questions. Mais j'ai eu cette sensation qu'on me volait l'annonce de ma grossesse parce que, parce que j'avais pas du tout envie de le dire et encore une fois, il y a récemment, j'en ai parlé dans un podcast avec Maëva de ce passage-là et il y a une élève qui a entendu ce podcast et qui m'a dit: «Mais tu sais, moi j'avais vu que tu étais enceinte, mais je te l'ai pas dit parce que tu étais pas prête à l'entendre» et je lui ai répondu: «Mais pas du tout, pas du tout. En fait, si je voulais pas annoncer, c'est tout simplement parce que j'étais aux 3 premiers mois de grossesse et que comme toute, future maman, je n'ai pas envie de vous l'annoncer à mes Mmh. 3 mois de grossesse». Déjà, c'est la coutume de ne pas l'annoncer avant et encore plus à mes élèves. Vous n'êtes pas mes amis, je vous adore, mais vous n'êtes pas mes Mmh. proches. Donc s'il y a des personnes à qui je ne dois pas l'annoncer, c'est bien vous. Je vais peut-être l'annoncer à mes amis très proches, à mes parents, à mes beaux-parents, mais pas à vous. Donc si je vous l'ai pas dit, c'est pas, parce que j'étais pas prête à pas le dire, c'est juste parce que ce n'était pas le moment, Mmh. tout simplement. Donc ouais, ça m'a énervée, ces remarques-là. Et voilà et ça m vraiment encore maintenant, ça me blesse et c'est vraiment un mauvais souvenir pour moi, Mmh. très mauvais. Et bon après pendant la grossesse, le reste voilà, ça s'est plutôt bien passé. Alors après, il y a eu les remarques, «Mais tu vas t'arrêter quand de faire du sport?» «Non les gars, je viens à peine de vous annoncer la grossesse, calmez-vous, la grossesse c'est 9 mois, on a 4 mois, vous inquiétez pas». Donc ouais, il y a eu ça, à devoir se justifier que j'allais continuer à donner des cours et après se justifier que j'arrêtais les cours. Donc oui, il y a eu des remarques. Après, j'essayais de me dire que ça restait quand même bienveillant, même si des fois le fond ou la forme enfin la forme Mmh. plutôt ne l'était pas, mais je pense que c'était surtout, maladroit Oui. plus que malveillant. Et encore une fois, Heu, je pense parce que, dans beaucoup J'étais la d'esprits, première. voilà, comme tu Oui, étais la oui première, il y avait aussi, encore les stéréotypes qui étaient beaucoup trop frais absolument, dans les absolument. cerveaux des gens et du coup, ils se demandaient vraiment: «Beh, tu vas pas pouvoir continuer, en fait». Oui, oui, c'est ça, puisque les autres carreaux n'ont pas eu ces Mmh. remarques après. Donc je pense que c'était effectivement ça, donc non, non, j'ai pas eu des remarques, cash sur mon poids, on m'a demandé, ça plein de fois combien de kilos j'avais pris, mais ça, je pense que c'est toutes les mamans, qui ont droit à ça et après l'accouchement, oui, j'ai eu droit à, des remarques du style, «Ah, bah, tu as perdu du poids» ou «Ah, mais il te reste encore combien de kilos à perdre?» ou «Ah, bah, là, bon, tu as pas encore retrouvé ta silhouette, mais tu vas t'en rapprocher». Voilà, encore une fois, je pense que c'était plus maladroit Mmh. que malveillant. Bon, c'est des commentaires que tu as pas forcément envie d'entendre quand même. Et puis,
Ouais, c'était dur aussi parce que là aussi après l'accouchement, c'est compliqué pour toute maman de se voir, avec un ventre tout mou, avec des kilos en trop, c'est compliqué, le Mmh. retour, à l'accouchement. Même si moi, avec le recul maintenant, je me rends compte que je l'ai quand même bien Mmh. vécu. Je me détestais pas, quoi, quand je me voyais dans le miroir. Je savais très bien que j'avais des kilos à perdre, mais je me dégoûtais Mmh. pas, quoi. Hem, mais par contre, je me suis mis beaucoup, beaucoup, beaucoup de pression pour, perdre mes kilos rapidement, pour retrouver ma silhouette et pour surtout reprendre mon niveau sportif. Ouais. Moi, j'ai accouché en juin, donc j'avais prévu de reprendre les cours en septembre. Bon, au final, j'ai dû les reprendre beaucoup plus tôt parce que, une de mes profs m'a larguée par texto. Heu, voilà, donc j'ai repris au bout d'un mois les cours, ce qui était pas prévu et en fait, ça m'a mis la pression donc j'allais à l'après-midi à la salle pour m'entraîner avec Lola, dans le berceau. Je voulais pas arriver en septembre avec la rentrée, avec les nouvelles élèves qui allaient arriver et qu'on puisse me dire: «C'est quoi cette prof?» Ouais. Oui, parce que les Voilà, anciennes donc élèves, elles te connaissent, elles savent très bien que tu viens d'accoucher et tout ça, alors que les nouvelles, bah, elles, viennent juste, découvrir un cours avec une nouvelle prof et la prof, si elle n'est pas au standard qu'elles aimeraient voir, bah, elles s'en vont quoi, elles reviennent pas. exactement, c'est exactement ça, donc du coup, c'est vrai que je me suis beaucoup, beaucoup, beaucoup mis la pression, trop de Mmh. pression à tel point que je me suis blessée en octobre ou novembre, en octobre, donc ce qui signifie bien que mon corps m'a dit: «Bon là ça suffit meuf, tu arrêtes le délire». Mais ouais, c'est pas facile, le regard déjà en tant que future maman et maman en temps normal, mais je pense que pour les coachs, c'est encore Ouais, plus difficile. En fait, toute profession où on est face à du public, c'est extrêmement compliqué. Donc, je pense aussi, tu vois, à celles qui passent à la télé, les ouais. journalistes, enfin toutes ces personnes qui ont des regards sur elles, ça nous met une pression de dingue qui est très, 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 très difficile à vivre. Vraiment, j'en ai déjà parlé avec d'autres coachs, en privé sur Insta et on l'a toutes vécu comme ça. Il y a une pression, incroyable sur nos épaules. Mmh. Ouais. Et du coup, quand on entend tout ça, on se rend compte que, bah, tu gères quand même, beaucoup de choses, à la fois. Quelle organisation, tu as? Est-ce que, tu arrives à bien t'organiser? Tu te prévois un planning à l'avance? Est-ce que tu te fixes toujours au planning si tu en as un? Est-ce que tu vis au jour le jour selon quand tu as des imprévus qui te tombent dessus? Alors, bon, je suis méga organisée, moi. J'ai besoin d'avoir un planning comme un écolier, tu vois? Et parce que sinon je pars dans tous les sens, je pense que comme tout le monde, j'arrive jamais à le dire ce mot. Je suis la reine de la procrastination, c'est hyper dur à Ouais. dire. Ouais, donc j'ai besoin de savoir où je vais, quand je vais, à quelle heure, de voilà, Mmh. que tout soit bien noté. D'ailleurs, j'ai déjà fait des posts sur ça sur Insta où je montre mon emploi du temps. Oui. Donc quand la salle est ouverte, j'ai mon planning de cours collectifs. Je gère aussi, donc en gros, comment ça se passe si je rentre dans le détail? En version hors covid, on Oui. va dire. Le matin, j'emmène Lola à l'école. Si c'est pas moi, c'est Romain, mais c'est majoritairement moi parce que Romain est déjà en cours de CrossFit. Donc je l'emmène. Ensuite, j'ai un cours à 9h30 de pilates. Si je l'ai pas, c'est qu'il est à 12h30. En fait, c'est soit l'un, Mmh. soit l'autre, soit 9h30, soit à 12h30. Ensuite, donc la matinée, je la consacre donc aux cours collectifs et à l'administratif, donc c'est-à-dire je réponds, aux demandes d'email, aux messages privés sur Instagram, je prépare des posts, je travaille ma compta, enfin voilà, c'est tout le côté, la partie qu'on ne voit pas de l'iceberg. À 11h30, je fais le WAD de CrossFit avec les élèves, donc en tant qu'élève, puisque clairement, je suis niveau élève en CrossFit. Mais c'est vraiment un moment que j'aime parce que, déjà, j'adore me retrouver en tant qu'élève. Je Mmh. trouve que c'est hyper important Ouais. de se faire coacher par d'autres personnes. Bon, même si c'est mon mec, c'est bon, Au moins tu peux la râler. seule Voilà, tu peux te permettre c'est de ce que râler. j'allais dire, le seul point positif, c'est que je râle pour tous les élèves, voilà. Donc ça, c'est cool. Bon, lui, je pense qu'il en peut plus de moi, mais c'est pas grave. Ouais, il te le Mais dit, mais c'est pas grave. ah oui, il le dit. Bon. Oui, il répond même Ouais. plus. Il le sait, il le sait. Mais donc ça, c'est mon moment à moi, le 11h30, CrossFit et puis donc ça finit à 12h30. Si j'ai un cours de pilates, j'enchaîne, direct et après l'après-midi, bon, je mange quand même et après l'après-midi, quand même un petit peu,
L'après-midi, c'est toujours consacré au virtuel, donc à la plateforme, à Instagram, mais surtout à la plateforme. Donc soit je tourne des vidéos, soit je fais le montage, soit je réponds aux emails. Enfin voilà, c'est l'après-midi, c'est Ouais. plateforme, c'est virtuel et à 16h30, je vais chercher, Lola à l'école et ensuite, comment ça se passe? Il y a 2 cas de figure, soit j'ai cours collectif le soir, donc à l'époque, c'était, lundi, mardi, mercredi, mes cours collectifs le soir. Donc elle est gardée par, soit ma mère, soit ma belle-mère à tour de rôle, à la maison et donc il faut savoir que ma maison est collée à ma Mmh. salle. Donc ça, c'est quand même le méga, méga avantage, c'est qu'en gros, ben, Lola, elle peut venir nous voir à la salle très facilement. En fait, elle a à ouvrir 2 portes, elle est à la salle ou elle a ouvert 2 portes et elle est à la maison. Donc c'est cool pour nous parce qu'on peut aller lui faire un petit coucou entre 2 cours collectifs, lui faire un bisou avant qu'elle aille au dodo, et elle, réciproquement, elle peut venir, nous voir. Et le jeudi, vendredi, je suis pas en cours collectif, donc évidemment, je suis, avec elle. Mais, bah, toi, tu le sais bien, puisque tu es hôtesse d'accueil aussi. Lola adore aller à la salle, elle préfère même être à la salle quand il y a du monde qu'à la maison toute seule Mmh. avec moi. Donc merci Lola d'ailleurs. Mais voilà, donc c'est vrai qu'on a tendance même le soir où je suis pas en cours co à être à la salle tout simplement parce que c'est elle qui est en Mmh. demande de ça. C'est un peu la mascotte, elle passe beaucoup de temps avec Oui. toi, avec les élèves du CrossFit, avec les filles de la Zumba, enfin tout le monde s'occupe à fond d'elle et c'est vrai que, bah, elle adore cette attention. C'est ses copains quoi, Ah oui. les élèves Ah bah, ouais, ouais et nous, de on la salle l'adore de quoi. toute façon, donc Mouais, c'est toujours avec oui. plaisir quand on la voit, toute Mmh seule mh. comme ça. Oui, c'est vrai. Non, c'est vrai que c'est une super, amitié des 2 côtés et un super soutien pour nous aussi, de savoir qu'elle est, autant, appréciée à la salle et qu'elle est pas considérée comme le petit boulet, le petit Mmh. enfant là qui est tout le temps au milieu. Non, c'est vraiment ça, c'est la mascotte, c'est ça. Mais voilà, c'est vrai. Donc voilà, donc ça se passe bien parce que voilà, je suis très organisée, sur mon emploi du temps et je n'y déroge Mmh. jamais. Voilà. C'est extrêmement rare, ça peut arriver par exemple si Lola est malade qu'il faut que j'aille la chercher à l'école, mais sinon, non. Hem, c'est comme ça et c'est Mmh. pas autrement et c'est comme ça que je fonctionne et si je fonctionne pas comme ça, je le vis hyper mal donc je suis voilà et puis sinon en période Covid, donc maintenant, ben moi clairement j'adore, hein. Bah, je pense que je suis la seule coach de France à préférer ce rythme-là parce que, bon alors même si les cours collectifs me manquent et que ça manque, cruellement de pas donner Mmh. des cours, de Zumba et de voilà, de danser et de rire avec Mmh. les élèves à la fin du cours. Il n'empêche que c'est un temps qui est parfait pour nous parce que c'est un temps, où on a beaucoup plus de temps pour Lola déjà, pour notre famille parce que, bah, Romain, a des horaires hyper particuliers. Il travaille le matin très tôt, le soir jusqu'à 21h, donc il a pas beaucoup de temps avec Mmh. Lola, même si encore une fois, il va la voir enfin, il se voit à la salle, c'est pas un temps, qualitatif, de père-fille quoi ou de, famille. Ben, déjà on l'amène à tour de rôle à l'école et on va la chercher à tour de rôle, à l'école et donc la journée, généralement le matin, je bosse un peu sur les emails que j'ai reçus, je m'entraîne vers 11h et puis, je mange et puis l'après-midi, je fais le montage des vidéos, je Mmh. réponds aux emails encore, enfin je fais finalement un peu la même chose que ce Ouais. que je faisais, période hors Covid et le lundi, il est consacré au tournage des vidéos. Voilà, le lundi, c'est ça, c'est je fais mes vidéos et puis à 16h30, je vais chercher Lola et je reste avec elle. Voilà, des fois, elle a envie d'aller voir papy et mamie, donc elle y va et du coup, le temps où elle est chez papy et mamie ou des fois, c'est mes parents qui viennent, à la maison, jouer avec elle, j'en profite pour continuer à travailler. Mais en tout cas, j'essaie dans la mesure du possible, de ne pas travailler quand elle est là, de vraiment essayer de compartimenter et de me dire, quand elle est là, je suis avec elle. Alors, effectivement, comme toute maman, ça se passe pas tout le Oui, temps comme bah, ça, hein. Il surtout y a quand des tu es fois où indépendante, il y a des fois, tu as pas le choix. ouais, c'est ça, exactement. Donc là, typiquement, sur la migration de l'ancienne vers la nouvelle plateforme, ça a été très long, très compliqué. Donc c'est vrai que, bah, il y a eu des fois où elle jouait toute seule, où j'ai dû la mettre un peu devant la télé, le temps de travailler. Mais, mais sinon, voilà, j'essaie de compartimenter et même, en période Covid, je me fais mon emploi du temps. Je sais le matin ce que je vais faire dans la journée. Mmh. J'ai ma to-do list et j'essaie encore une fois au maximum de ne pas y déroger parce que c'est vraiment la seule façon dont je me sens bien et où j'arrive à travailler sereinement. Mmh.
sinon je m'éparpille. Et donc bon, vie sociale, à part, donc du coup, la période actuelle, ça vous a permis de plus, prendre du temps pour votre vie de famille. Mais sinon, en temps normal, vous aviez peut-être un petit peu moins de temps. Est-ce que ça vous faisait pas un petit peu culpabiliser par moment de pas pouvoir passer autant de temps avec Lola que vous l'auriez voulu, à cause de votre emploi du temps, du sport que vous faisiez et tout ça? Alors, bonne question. Hem, non, je culpabilise pas, pourquoi? Parce que, alors si on parle que de la pratique du sport, je pense que c'est important, déjà, première chose, j'essaie de faire du sport quand Lola est à l'école, Mmh. donc quand elle est pas là. Si elle est là et que j'ai pas fait ma séance et que je dois la faire avec elle, encore une fois, la salle, pour elle, c'est sa maison, donc généralement, elle est à la salle avec nous, elle joue, elle va chercher ses jouets dans la chambre, elle ramène toute la chambre dans la salle et en gros, elle joue à côté de nous. Des fois, elle fait un peu de sport avec nous, elle se fait son petit parcours de motricité, elle fait sa vie et du coup, je culpabilise pas du tout parce qu'en fait, elle est à côté de nous et qu'on partage quand même un moment ensemble. Après, c'est vrai que, hors Covid, donc quand il y a la salle, ça peut m'arriver de culpabiliser, surtout sur les soirs notamment. C'est quelque chose qui m'a fait très, très peur quand j'étais enceinte, de me dire, comment je vais gérer les cours collectifs parce que, bah, quand tu es coach, tu travailles le soir. Tu travailles quand les autres ne travaillent pas. Donc ce qui signifie que les moments de famille, c'est Mmh. compliqué. Ça m'a fait énormément peur ça. Et d'ailleurs, en fait, je m'en étais pas rendu compte, au moment où j'ai voulu tomber enceinte et quand je suis tombée enceinte, ça m'a frappée. Je me suis dit: «Oh, mais en fait, comment je vais faire? Je vais jamais y arriver. Oh là là, oh là là». Enfin, moment de panique et en fait, qui s'est très vite calmé parce que, quand on l'a annoncé à nos parents respectifs, les 2 ont eu, une réponse merveilleuse de nous dire: «Mais vous inquiétez pas, on sera là pour vous, donc ne vous inquiétez Mmh. pas» et c'est vrai que ça m'a énormément soulagée. J'ai vécu une grossesse, tranquille grâce à ça et puis en fait, on s'est tout de suite organisé et chaque année, je diminue un petit peu plus le nombre de temps le soir à la salle pour être vraiment avec elle. Donc la première année quand elle était bébé, elle était beaucoup gardée par les mamies le soir, bah, parce qu'elle était bébé et qu'elle dormait au moment où j'étais en cours, donc ça allait et puis plus elle a grandi, plus j'ai diminué pour passer du temps avec elle. Maintenant donc, je l'ai dit, j'ai que 3 soirs où je suis, à la salle. Mais je culpabilise pas parce qu'elle adore être avec ses mamies, que ce soit ma mère ou ma belle-mère, et les mamies adorent, Lola et les papis aussi d'ailleurs. Donc du coup, je culpabilise pas parce que vraiment pour moi, c'est un temps, heu, privilégié qu'elle passe Mmh. avec ses grands-parents. Donc elle est peut-être pas avec ses parents, mais elle a des personnes formidables qui sont avec elle et qui s'occupent, mais encore mieux que nous, d'elle, qui, prennent le temps d'aller dans sa chambre, de jouer à la Barbie, à la poupée, qui font la maîtresse. Enfin, ils jouent comme nous, on ne joue pas en tant que parents, enfin en tout cas pas autant. Ma mère, quand elle vient et ma belle-mère aussi, pendant 1 heure, elle est dans la chambre et elles ne sortent pas de la chambre et Lola se régale donc oui, je suis pas avec elle, oui, je suis en train de travailler, mais je sais qu'elle est avec une personne qui s'occupe merveilleusement bien d'elle et Lola est ravie de passer ce temps avec elle et les mamies sont ravies de passer du temps avec elle et du coup, bah, moi, je suis ravie que ça se passe aussi bien. Donc non, je culpabilise pas, mais parce qu'aussi j'ai la chance formidable d'avoir des grands-parents qui sont là pour elle et qui le font avec plaisir et qui sont demandeurs de passer du temps avec elle et elle, elle est demandeuse de passer du temps avec eux. Donc non, c'est parfait. Après, c'est vrai que je culpabilisais pas, mais j'étais juste déçue, qu'on n'ait pas plus de repas à 3 ensemble en semaine parce que, bah, Romain finit à 21h. Donc c'est vrai que, bah, j'étais tout le temps, qu'avec elle le soir pour manger et ça me faisait de la peine, en fait, pour elle, ça. Donc là, le problème est résolu parce que, bah, du coup, tous les soirs, on a la chance de pouvoir manger Mmh. ensemble. Voilà, l'autre chance, c'est qu'encore une fois, il y a la salle à côté et qu'elle peut aller faire un petit bisou à son papa et elle a conscience, de ça, quoi, que c'est son travail et que, Mmh. ben, c'est comme ça. Mais par rapport à d'autres papas qui partent en déplacement toute la semaine, elle, elle a quand même la chance de les avoir à côté, Mmh. quand C'est même. sûr Voilà, et l'entourage, c'est super important. Et exactement. justement, du coup, en parlant de ton entourage, donc que ce soit tes parents, beaux-parents, Romain, est-ce qu'ils te soutiennent dans tes projets, ou tu es très bien toute seule, comme ça?
Oui, ils me soutiennent, ils m'encouragent. Après, j'ai une fâcheuse tendance à faire mes projets dans ma tête et à pas forcément le dire, je sais pas pourquoi. Je me lance, tu vois, à Ouais. fond dans le projet et d'un coup je dis: «Ah Romain, en fait, je t'ai pas dit, je vais lancer des podcasts ou je vais faire ça ou je vais faire ça». Il me dit: «Ah oui, super». Mais du coup, c'est trop tard parce que je l'ai déjà lancé. Je sais pas pourquoi, même ma meilleure amie me le dit tout le temps, elle m'appelle parce que souvent elle voit l'annonce en Mmh. story, et elle m'appelle, elle me fait: «Mais tu es une connasse, tu me l'as même pas dit que tu allais faire ça!» Et je lui dis: «Je suis désolée, j'ai complètement oublié de te le dire» parce qu'en fait, je suis, bah, tu me connais, je suis hyper Mmh. fonceuse, donc c'est-à-dire j'ai, en tête un Ah projet, ouais. à 23h dans Le mon lendemain lit. matin, tu es déjà Le dessus. matin à 9h, je l'ai lancé, quoi. Donc du coup, j'ai pas trop le temps de le dire. Et c'est vrai que je l'annonce, toujours relativement tardivement, donc les gens, à part me dire: «OK, c'est bien, vas-y, continue», ils peuvent pas me dire grand-chose. Mais c'est pas la mauvaise volonté, c'est pas que je veux leur cacher, c'est juste que je suis une fonceuse et que du coup, je pense pas à le dire, en fait. Je le dis quand, Romain me voit à fond sur mon ordi, il me fait: «Mais qu'est-ce que tu fais?» Je lui dis: «Bah, je suis en train de faire ça». Il me dit: «Ah d'accord». J'étais pas au courant, mais d'accord. Mais bah, j'étais bon là exactement. «Ah bon, bah, d'accord, OK, si tu veux». Hem Mais oui, quand j'ai décidé parce que quand même j'ai fait 5 ans d'études, hein, j'ai un master en marketing. Bon, quand j'ai dit à mes parents que j'allais faire de la Zumba, ils se sont dit: «OK, super, on a payé 5 ans pour rien, c'est génial ma fille, bravo». Mais maintenant, ils se rendent compte que, bah, ce que j'ai appris, ça me sert quand même. Mmh. Donc c'est vrai que je pense que mon père aurait préféré que je finisse PDG de L'Oréal. Bon, ça n'a pas été le cas, mais mais il se rend compte que, bah, que je m'en sors bien quand Mmh. même. Alors il a du mal à comprendre là maintenant, hein, la plateforme, les ordis, Ouais. il me dit: «Mais non, tu travailles pas, la salle elle est fermée». «Mais si papa, je travaille». Il comprend pas, mais parce que c'est l'ancienne génération. Mais ma mère comprend beaucoup plus parce qu'elle, elle me suit sur Insta, elle regarde la plateforme et tout ça, donc elle lui dit tout le temps: «Mais si, elle travaille», elle essaie de le rassurer. Donc oui, ils me soutiennent, ils m'encouragent, mais toujours avec un temps de retard, mais parce que c'est ma faute, en fait, tout Mmh. simplement. Sinon, je sais que si je leur annonçais ça m'arrive de leur annoncer, par exemple, quand j'ai décidé d'arrêter les coachings pour me consacrer qu'à la plateforme, je leur ai dit avant, et mon père en tant qu'ancien banquier, m'a dit, «OK, est-ce que tu as réfléchi niveau chiffres? Est-ce que c'est intéressant niveau revenus?» Voilà, mais et ma mère, m'a dit: «Ah bon, mais tu es sûre? Mais pourquoi tu t'arrêtes? Tu t'es disputée avec tes coachés?» «Non, pas du tout maman, c'est juste que j'ai plus le temps». Donc voilà, donc ils me soutiennent, ils m'encouragent, ils sont là, mais ils sont assez en retrait quand même. Ils me font confiance, en fait. Voilà, Ouais, et c'est le plus important de toute façon. exactement. Et du coup, ouais, ce qu'on peut voir en tout cas, c'est que tu manques pas de projets, tu en as tout le temps, plein, plein, plein. Mais, ça devient pas compliqué de temps en temps pour toi de te projeter avec la crise, sanitaire actuelle où justement, vu que tu arrives toujours à trouver des solutions, virtuelles, que ce soit, la plateforme, que ce soit là, par exemple, les podcasts, bah, du coup, tu le sens pas trop? Alors, ouais, c'est vrai que je fais beaucoup de projets. Mais en fait, parce que, voilà, je suis une fonceuse, donc c'est-à-dire que j'ai une idée en tête, j'ai vu un truc sur Instagram, j'ai eu une discussion avec quelqu'un et ça m'a fait penser à quelque chose, donc en fait, je le lance très vite. Bon, bah, des fois à regret parce que je me dis: «Mais tu es complètement folle, tu vas jamais y arriver, tu pas le temps». Mais du coup, ce qui est cool là avec le covid, c'est que, bah, ce temps, je peux l'avoir en fait. C'est vrai que quand la salle est ouverte avec les cours collectifs, la gestion de la salle, les profs, tout ça, les remplacements assurés, j'ai quand même pas autant de temps à consacrer au projet. Donc ben, souvent je dis: «Bon, bah, tant pis, je peux pas le faire» et je le fais pas et je suis un peu frustrée alors que là, bah, encore une fois, c'est du pain béni pour moi parce que j'ai une idée, je peux le faire et je le Mmh. fais et puis, bon maintenant avec l'expérience, j'essaie de moins le faire parce que je me rends compte après coup que des fois, c'est ingérable, niveau emploi du temps et que du coup, je vais faire des choses qui sont pas, qualitatives. Mais mais ouais, c'est vrai que j'aime bien faire plein de projets différents ou quand je vois que j'arrive plus, que vraiment je m'éparpille trop, je fais des sélections sur les projets et j'abandonne certaines choses pour me consacrer à autre chose, quitte à y revenir après derrière. Bon, changement de sujet, du coup, je vais repasser sur des, questions,
peut-être, un peu plus perso. Alors d'abord, peut-être plus, par rapport à ton train de vie. Oui. Donc déjà, tu nous disais que par rapport au sport, non seulement, bon, bah, à côté des cours que tu donnes, tu arrives à trouver du temps pour toi, pour faire ton sport perso. Donc avant, en faisant du CrossFit le midi et là, en ce moment, en te faisant ta petite heure, en dehors des vidéos que tu filmes. Mais sinon, par rapport à l'alimentation, donc il y a certaines de tes abonnées qui voulaient savoir, quel rapport tu avais, et quelle alimentation tu avais. Est-ce que tu arrivais à, être sérieuse? Parce que tu nous dis toujours: «C'est 80 l'alimentation, 20 le sport, qui fait tout ça». Ou, est-ce que, il y a des moments où tu craques? Et attention à ce que tu dis, je connais la réponse. Je craque, je craque. Je vais être honnête dès le départ, je craque. Alors, si je remonte avant ma grossesse, j'étais plus ronde, j'avais 11 kilos de plus. Enfin non, maintenant non. J'avais 11 kilos au moment où je suis tombée enceinte, mais mais du coup, j'avais une alimentation qui était pas trop mal, mais pas parfaite et du coup, j'ai travaillé avec une diététicienne donc qui s'appelle Élodie Daché, qui est une de mes copines. Et j'arrêtais pas de lui dire: «J'en peux plus, je perds pas du poids, je fais hyper attention». Elle m'a dit: «Mais c'est pas possible». Je lui dis: «Non, je te jure, mon corps, il refuse que je maigrisse». Elle me dit: «C'est pas possible Caro, viens au cabinet, on va regarder». Et donc c'est comme ça que j'y suis allée et qu'en fait, elle avait raison et que du coup, elle a repris en main mon alimentation, avec des choses absolument basiques, hein. On n'a pas du tout fait de régime, on a fait un rééquilibrage alimentaire comme elle appelle, où elle m'a juste appris à remanger les bons aliments au bon moment, en bonne quantité et voilà et voilà. Donc grâce à elle, j'ai perdu 11 kilos en 6 mois. Bon, après, je suis tombée enceinte, mais il n'empêche que ces 6 mois m'ont permis de vraiment comprendre les bases de l'alimentation, alors que j'avais eu des cours, de diète, pendant ma Mmh. formation de coach. C'est jamais pareil après, hein, quand tu le fais toi-même et quand c'est surtout une vraie Ouais. professionnelle qui a beaucoup plus d'expérience que juste un cours co. Elle, elle a quand même fait 5 ans dans la diète, donc quand même, elle maîtrise super bien le sujet. Donc bon, après je suis tombée enceinte, elle m'a suivie quand même un petit peu pendant ma grossesse et elle m'a suivie après le postpartum. Bon là maintenant elle me suit plus, mais on est quand même toujours en contact parce qu'on est copines et il m'arrive, de lui envoyer encore des petits messages pour qu'elle me donne des petits conseils. Typiquement, cette semaine, je lui ai envoyé un texto pour une question et elle me répond. Hem, donc maintenant, comme j'ai eu 6 mois, d'apprentissage avec Élodie, je sais quand même manger, sainement et c'est vrai que je confirme que c'est bien 80-20, mais je garde toujours en tête, c'est un peu comme le sport, qu'il faut que l'alimentation, ça reste un plaisir. Donc il faut pas que ce soit un régime, il faut pas que ce soit frustrant. Donc j'essaie que ça ne le soit pas. Maintenant, toi-même, tu le sais parce que tu me connais très bien, c'est compliqué pour moi. Déjà parce que, il y a beaucoup, 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 de sollicitations hors Covid, donc des restos, des soirées, tout ça, donc c'est très compliqué pour moi. Voilà, on sort, quand même beaucoup, donc j'ai du mal avec ça et là maintenant, pendant le Covid, donc même si, bah, on va plus au resto, on sort quand même un petit peu, on va chez les copains ou chez les grands-parents manger, donc c'est pas absolument parfait et surtout, surtout, je vis avec un mec qui est hyper gourmand. Voilà, qui achète tout le temps des cookies, qui est fan de Uber Eats, qui commande des cookies sur Uber Eats, qui commande McDo 2 fois par semaine, et qui lui a un métabolisme, hyper rapide et moi je suis à l'inverse. Donc c'est un peu compliqué parce que, si je voudrais manger comme lui, je ferais 10 kilos de plus, quoi. Donc c'est pas possible. Donc pour moi, c'est ça qui est compliqué à gérer parce que je vis avec, 2 enfants. Voilà. Je vis avec une petite fille qui prend des goûters et auquel il faut que je résiste et je vis avec un mec qui voudrait manger, McDo et des barquettes de lu, à tous les goûters. Donc c'est un peu compliqué, donc ben, j'essaie de faire attention. Il y a des moments où j'y arrive et où j'ai un mental, d'acier et des moments où j'y arrive pas du tout et où je reprends des kilos et c'est extrêmement difficile pour moi, psychologiquement parce que j'ai l'impression que malgré tout le sport que je fais, je suis pas récompensée, pour ça. Donc ça me demande, vachement de vigilance et ouais, c'est compliqué. C'est compliqué pour moi. Bon après attention, quand on sort, quand on va, faire un apéro chez des copains, je fais pas attention. Je fais pas partie de ces meufs qui demandent que, des tomates cerises et des concombres, à l'apéro. Non, s'il y a une pizza, je mange une pizza et je suis la première contente de manger une Oui, tu pizza. sais te faire Mais plaisir. quand j'arrive
Voilà, ah oui, oui. Mais quand j'arrive à la maison, j'essaie de recadrer tout ça, et c'est là où c'est difficile parce qu'encore une fois, heu, alors en plus, il est complètement bipolaire, Romain. C'est que c'est qu'il peut manger hyper bien comme hyper mal et donc du coup, quand il mange hyper bien, c'est hyper facile. Et quand il mange hyper mal, c'est plus compliqué. Par contre, je pour moi, c'est mon coach sportif et c'est aussi mon coach un peu alimentation, donc Mmh. s'il écoute le podcast, il va être content parce que quand je suis motivée à perdre un peu de poids et à vraiment faire attention, il suffit que je lui dise le soir même: «Bon, à partir de demain, tu me cadres» et il me prend en main les repas, il fait attention. S'il voit que je dérive, il me dit: «Ah, ah, ah, tu dérives». Alors ça peut énerver certaines personnes. Moi, clairement, ça m'aide parce que, même si je le déteste sur le moment, 2 minutes après, je suis très contente de l'avoir écouté et d'avoir pu résister Mmh. grâce à lui. Donc il est d'un soutien, il suffit juste que je lui demande, en fait. Donc je pense que, comme toutes les femmes, j'ai une relation un peu ambiguë avec, l'alimentation où, j'ai envie de me faire plaisir, mais il faut quand même que je me contrôle si je veux pas Mmh. exploser, tout simplement et d'autant plus que, moi je filme, je suis en cours collectif en temps normal donc ça j'avoue que ça me met beaucoup de pression, que je me mets Oui. moi-même, hein, parce qu'on a tendance plutôt à me dire souvent, «Ce qui est bien avec toi, c'est que tu as le corps normal». Bon alors, je le prends pas forcément tout le temps Ouais. bien parce que je me dis: «Bah, moi je préfère être gaulée et que tu me dises que tu voudrais me ressembler». Heu, mais hem mais c'est vrai que voilà, j'essaie de faire très attention parce que quand je me regarde en vidéo, je me déteste, je me trouve énorme, voilà, c'est compliqué aussi l'image, que l'on peut renvoyer, même si pas tout le monde ne n'a cette image de moi. Moi, en tout Mmh. cas, je l'ai et tu me connais bien pour, dire à longueur de semaine que je me trouve grosse, que je me trouve moche, que Mmh. je déteste mon ventre, que j'ai pris du cul et que j'en ai marre. Enfin voilà, j'ai la relation que tout le monde a, avec son corps, je pense. Mais moi, c'est vrai que c'est exacerbé par les Mmh. vidéos. Les vidéos et les posts Insta parce que tu es toujours aussi en Oui, train de poster des stories ou des posts, où, bah, tu te mets en avant forcément et donc tu es toujours confronté à te dire, «Bon, bah, oui, je veux faire des photos dans le vrai, mais d'un autre côté, j'ai bien envie de rentrer un petit peu le bidou, pour pas qu'on voit trop ou de me mettre de profil» et du coup, ouais, ça doit pas être facile quand même à longueur de journée, de non, s'afficher c'est autant difficile. et du coup de se voir. Ouais, alors c'est vrai. Alors après sur les posts et les stories Insta, quand même évidemment tu l'as bien dit, je fais en sorte de me mettre en valeur quand même. Je fais pas partie de ces femmes et elles ont raison et c'est très bien de faire ça, qui vont relâcher le ventre, qui vont prendre une posture tout à fait naturelle pour montrer qu'en fait elles sont comme ça. Moi j'avoue que j'ai tendance à me mettre bien, après je photoshop pas du tout mes photos, mais voilà, prendre une posture où je me trouve bien sur la photo parce que, ça me fait aussi du bien de me voir comme ça. Les vidéos, c'est quand même pas possible parce que tu es dans l'action. Donc en gros, les vidéos, c'est hyper traître Mmh. parce que tu peux avoir le ventre qui relâche, tu peux voilà, tu te trouves pas tout le temps à ton avantage, Mmh. hein. Je l'avais dit d'ailleurs, en story, cet été quand j'avais filmé en plein air et que je voyais que ma cellulite et ça m'a détruite de voir ces vidéos. Ça a été très, très Mmh. dur, de voir ma graisse bouger. Enfin franchement, j'en ai pleuré de ces Ouais, je vidéos. me rappelle. Mais malgré tout, tu Ouais, te rappelles parce que je t'en avais ouais. parlé, je t'avais dit: «C'est horrible, je me déteste». Et finalement, je me suis dit: «Bon, non, je les publie quand même» parce que déjà je les ai filmés et ensuite, au-delà de ça, c'est que je les ai mis en post en disant: Regardez, cette vidéo, je la déteste, mais je vais quand même vous la publier parce qu'en fait, c'est normal d'être Mmh. comme ça». Mais ça, je prends sur moi, hein. Vraiment, je Mmh. prends sur moi pour faire ça. C'est normal et en plus, enfin, les 3 quarts des femmes ont de la cellulite. Je me rappelle que pas longtemps après, on avait parlé, je crois, de Miley Cyrus et que tu avais vu un de ses Oui, posts et qu'elle montrait elle aussi qu'elle avait de la cellulite et que tu te dis: oui, «Bon, bah, voilà, même elle qui est quand même, bah, plutôt très bien foutue, elle a aussi de la cellulite et elle a pas peur de le montrer, alors pourquoi est-ce que moi j'aurais peur?» exactement, c'est exactement ça, je me rappelle très Mmh. bien. En plus, elle est hyper Ouais, fine, donc je me suis dit: «Attends, elle est hyper fine, et elle a tout qui bouge. C'est bon, Caro, relativise». Mais c'est vrai que c'est difficile quand ouais, même. très difficile. Alors sinon, sur un point, un peu plus perso, donc tu as des abonnés qui t'ont posé aussi des questions, notamment à ton rôle de maman. Alors, Oui. notamment 2 questions. Quelle facette, du rôle de parent tu aimes, tu préfères? Et quelle maman tu dirais que tu es? Comment tu te décrirais en tant que maman? Alors, je suis complètement différente avec Lola, qu'avec les adultes. Autant, tu le sais bien, en tant qu'adulte, je suis chiante, je suis exigeante, je suis impatiente, je suis, très directe, voilà, je suis la râleuse, Mmh. quoi.
Et d'ailleurs, on me craint un peu à la salle, pour ça. Ce qui est pas forcément l'image d'ailleurs que je renvoie apparemment sur les réseaux sociaux, puisqu'on a tout le temps l'air de me dire que je suis très bienveillante, très gentille, très Très positive. souriante et En tout vrai, ça. Vous ne savez pas, voilà, vous ne savez vous pas. ne savez pas. Parce qu'en vrai, c'est pas du tout ce qu'on me dit, hein. On m'appelle Bachar, hein, à la salle, faut le savoir, donc voilà. Donc ouais, je suis assez exigeante avec les adultes et tout le monde me disait: «Oh là là, ta fille, la pauvre, ce qu'elle va subir» et en fait, je suis pas du tout comme ça avec ma fille, mais même avec les enfants en général. Parce que j'ai conscience que ce sont des enfants, donc ils n'ont pas notre maturité, ils n'ont pas la même façon de penser, ils n'ont pas la même vitesse, enfin voilà et du coup, je suis très patiente avec Lola, d'ailleurs Romain, il hallucine complètement parce que elle peut pleurer pendant des minutes et des minutes que je vais être capable de la consoler et jamais de m'énerver. Je m'énerve, rarement avec Lola, je n'hurle jamais, je ne crie pas. Après je peux avoir un ton sec quand je suis pas contente d'elle, mais je pense que dans le couple, c'est plutôt moi la maman poule et le papa qui est beaucoup plus strict que moi. Moi, je vais avoir tendance, quand elle fait une bêtise, à filmer la bêtise, à rire, lui dire: «C'est bien chérie» et après lui dire: «Non, quand même, tu déconnes». Hem, alors que lui, il va l'engueuler, il va lui dire: «Non, il faut pas faire ça, tu arrêtes là». Donc moi, ouais, je dirais que je suis une maman cool. Tu peux confirmer ou pas, hein, Ah oui, d'ailleurs, oui, hein. non, oui, Heu je confirme. Voilà, donc je suis, ouais, moi, j'aime bien rire avec Mmh. elle, j'aime bien quand elle fait des Ouais. bêtises, Oui, que tu as du mal à la gronder heu même parfois. ah ouais, c'est affreux, affreux, je fais que rire, je ris. Dès qu'elle fait une bêtise, je suis morte de Mais il faut rire, dire je me dis: «Elle est qu'elle a terrible». des têtes quand elle fait les bêtises parce qu'elle sait que tu Ouais, vas rigoler. C'est impossible de continuer à la gronder, impossible. c'est ça, c'est un petit clown et du coup, j'avoue que, ouais, je vais tendance à rentrer dans ses bêtises et tout ça. Enfin, c'est voilà, je dirais pas que je suis sa copine parce qu'après je reste quand même sa mère, j'en ai bien Mmh. conscience, mais je suis quand même une maman très cool. Après, j'ai des choses sur lesquelles je suis quand même stricte, le bonjour, le merci, le au revoir, le s'il te plaît. Voilà, des notions quand même de base. Là, j'espère lui apprendre la tolérance, la patience, ce genre de choses. Mais c'est une enfant qui est aussi très intelligente, très Mmh. mature, et qui, comme tu l'as dit, elle a conscience quand elle est en train de faire une bêtise. Donc je me dis: «Ça sert à rien d'en rajouter des couches», parce qu'elle le sait très bien. Donc je lui dis donc non, non, d'abord je rigole, et après je lui dis: «Non, ça quand même chérie, il faut pas que tu le fasses pour telle et telle raison» et elle le comprend. C'est pas une petite fille d'ailleurs qui fait des crises dans les magasins parce que je vais pas lui acheter la Barbie. En fait, pas du tout. Si je lui dis: «Non, on peut pas acheter la Barbie parce que tu en as à la maison ou parce que, bah, écoute, on prend autre chose», enfin bref, si je lui explique, elle comprend et elle s'arrête. Donc c'est pas compliqué parce que c'est aussi une enfant qui est facile à vivre. Donc voilà et quel rôle j'aime, enfin, oui, quelle part j'aime dans le rôle de maman plutôt? Je sais pas, je sais pas. C'est une bonne question et c'est une question Mmh. dure. Je j'aime bien la voir grandir et me dire que je l'aide à grandir, et à me dire que, ben, c'est mon rôle de faire d'elle la meilleure personne qu'elle Ouais. puisse être, avec ses qualités et ses défauts évidemment parce qu'elle en a, mais d'être là, ouais, d'être là pour elle en fait, d'avoir ce rôle de: «Je te tiens la main et on va affronter, Mmh. la vie ensemble». Et je te vois devenir la merveilleuse personne que tu vas être. Voilà, c'est ça. Je pense que c'est peut-être ça que je trouve beau dans le rôle de Mmh. mère. Alors j'ai encore 2 petites questions avant la question, de fin du podcast. Donc déjà, sur quel point est-ce que tu penses que tu aimerais évoluer ou quel point est-ce que tu aimerais améliorer? Professionnellement parlant? Professionnellement, oui. Ou même personnellement, si tu as quelque chose en tête, hein. Oh non, je suis parfaite. Alors attends. Oh, oh, oh arrête! Non, 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 personnellement, peut-être être moins impulsive et ouais, bah, être moins chiante. Romain serait Mais d'accord. Romain serait d'accord, mais en même temps, je suis pas sûre que je serais capable. Écoute, la nature, elle reviendra au galop de toute Voilà. façon, Et il donc te le rend bien. je ne vais pas Il te le rend changer. bien aussi. Voilà, voilà, exactement, hein. Donc je ne vais pas changer, personnellement. Professionnellement, qu'est-ce que j'aimerais faire évoluer? Ben, honnêtement, cette année, en tout cas pour cette année, rien.
Parce que je pense que j'ai quand même fait pas mal de projets, ces dernières Mmh. années, que j'ai voulu, hein, d'ailleurs, faire et que et qu'à chaque fois je me dis après coup: «Putain, mais tu complètement folle, pourquoi tu t'es lancée dans ça? Tu vas encore, te bousiller» et en fait, là, je pense que cette année, j'ai envie que ce soit l'année de la Mmh. stabilité. Alors j'ai posé il y a quelqu'un qui m'avait posé cette question l'année dernière et j'avais répondu la même chose et je me suis lancée dans la plateforme. Mais cette année, je vais vraiment essayer de voilà, que ça soit l'année de la stabilité et j'aimerais cette année, peut-être plus mettre en avant d'autres profs, que les choses reposent un petit peu moins sur mes épaules, que ce soit, sur la salle quand on pourra réouvrir et sur la plateforme, c'est-à-dire d'être là, mais de ne pas être essentiel à toutes les Mmh. abonnées, parce que bien que ce soit bien et que ça me fasse extrêmement plaisir quand on me dit que c'est mon cours qu'on préfère ou ma vidéo qu'on préfère, il n'empêche qu'il y a des profs qui sont exceptionnels aussi et qui méritent d'être reconnus et q donc déjà ça et que j'ai envie de les mettre en avant, mais aussi parce que, je me dis que c'est pas forcément sain que ça soit toujours la même personne qui Ouais. soit mise en avant, donc parce qu'il y a un lien de vraiment de dépendance qui se crée et je l'ai vu pendant ma grossesse quand j'ai dû m'arrêter qu'il y avait moins de monde dans mes cours parce que, bah, c'était une remplaçante et j'ai pas envie de ça. Donc que ce soit sur les vidéos comme sur la plateforme, j'ai envie de mettre d'autres profs en avant. Déjà pour, leurs compétences, mais aussi parce que, que ça me puisse me permettre de passer peut-être plus de temps avec ma fille ou de travailler, sur, la plateforme, ou sur d'autres projets. Voilà, de plus travailler en groupe et moins en individuel. Oui, et puis de toute façon, tu auras toujours plein d'autres trucs à gérer parce que la plateforme, nous, on n'en voit qu'une petite partie, on voit que le résultat Absolument. final, alors que derrière, tu as déjà plein d'autres boulots à faire. Donc, Oui. c'est aussi une. Et d'ailleurs même oui, oui, tout à fait et d'ailleurs même quand c'est les autres profs qui filment, je pense notamment à, par exemple, Mmh. Amalia en yoga, mais il y a aussi, Marie Mmh. Descente sur le yoga prénatal, Caro Solé, et puis Caro Alonso aussi. Heu, ben, même si elle, elle filme, après derrière, il y a toute la partie Mmh. montage, la partie communication et ça, c'est moi. Donc même si je suis pas face à la caméra, j'ai quand même un travail derrière, en Mmh. post-prod. Voilà. Sinon, sur un côté plus sportif, est-ce que tu as un défi sportif que tu aimerais réaliser? Heu, non. Je suis Non, suivant. non, non, bah, je vais quand même développer pourquoi, mais non parce que alors déjà, j'ai jamais été très compétitrice, j'ai jamais fait de compète, je ferai jamais de compète. C'est pas quelque chose qui me plaît particulièrement, et j'ai pas de défi particulier, bah, déjà parce que pour faire un défi, il faut se préparer et que j'ai pas le Mmh. temps de me préparer. Et puis parce qu'il y a cette notion encore de devoir qui me plaît pas, de on doit suivre cette programmation pour arriver à ce défi et si j'ai pas envie, ce jour-là, d'aller faire la piscine parce qu'il faut faire la piscine ou courir parce qu'il faut donc j'aime pas trop ça. Après j'ai déjà fait, hein, j'ai déjà fait des Spartan Mmh. Race, j'en ai fait plusieurs, j'ai fait des Med-D, voilà, j'ai déjà fait ce genre d'événements et c'est super fun. Et voilà, c'est super, super cool le jour J, mais il y a pas de défi particulier. Alors le dernier podcast que j'ai fait, l'épisode 11, c'était sur Anaïs Gibert qui fait un défi, solidaire avec, sa binôme qui s'appelle Anne-Laure. Je trouve que c'était Mmh. génial parce que c'est un raid féminin sur 4 jours. Et ça, je trouve ça cool. Il y a le raid des Alizés aussi en Martinique ou en Guadeloupe. Je trouve que c'est super cool. Ça me dirait bien, tu vois, de faire ce genre de choses. Mais maintenant, c'est pas un défi que j'ai réellement envie de faire. Si l'occasion se présente, si par exemple j'ai une copine qui me dit: «Ah, j'adorerais faire ça, franchement, tu veux pas le faire avec moi? S'il te plaît, s'il te Mmh. plaît, s'il te plaît». Peut-être que j'y réfléchirai, mais en soi, j'ai pas de défi. Moi, je suis plus dans le quotidien. Le quotidien me satisfait. Je fais pas partie de ces personnes qui ont besoin d'un objectif sportif, d'une compétition, pour avancer. D'accord. Pas du tout. Mais donc du coup, si jamais un jour tu es contacté par Ninja Warrior ou koh ou quoi, ça t'intéresserait pas? Alors, ben, j'ai déjà été contactée par eux. Alors pas par Ninja Warrior, j'ai été contactée par koh déjà,
Alors j'étais trop à fond, mais ça a du mais ça a duré 24 heures jusqu'à ce que ma mère me dise: «Caro, tu veux dormir sur la plage?» Ah non! En fait, je suis pas prête à dormir avec des serpents et des insectes, moi. Moi, j'aime le confort d'un hôtel, donc j'ai dit non. Mais j'avoue que ça m'aurait bien, plu et alors après c'était pas Ninja Warrior, ils m'ont pas donné le nom, mais c'était un style comme Ninja Warrior. J'ai refusé, pourquoi pas? Après en fait, j'ai pas trop envie de passer à la télé, donc pourquoi pas? Si c'est, je m'étais dit: «Si Pékin Express me Mmh. contacte, pourquoi pas?» Pourquoi pas? Mais en fait, je me dis: «Si je fais Pékin Express, je le ferai avec Romain, mais du coup, ça on ira au divorce, tu le sais?» Oui, ça je l'imagine très bien. ça serait par contre, on ferait le buzz, hein, on ferait que se disputer, Et mais du coup, après, vous donc pourriez faire une non. deuxième émission sur la réconciliation et tout ça. Aussi, aussi. Donc non, j'ai déjà eu pas mal de télé-réalités, enfin pas télé-réalités, mais des émissions comme ça qui m'ont contactée, même l'émission sur les mamans, sur je ne sais plus quelle chaîne, mais ouais, ça m'intéresse pas trop déjà parce que j'ai peur d'être ridicule à la télé. Parce que quand même à Ninja Warrior, parce que nous, on a un copain quand même qui a fait Ninja Mmh. Warrior, et bon, il est allé en demi-finale quand même, Ouais. mais maintenant on le traque parce qu'il est allé qu'en demi-finale, donc du coup, j'ai pas envie Ouais. moi d'être traquée toute la journée sur ça, tu vois? Et non, ouais, non. Enfin, si on me repose la question, j'y Mmh. réfléchirai, mais je pense que la réponse finirait par être la même, non, je me sens pas de passer à la télé. Très Voilà. bien. Bah, tu as le droit, hein, écoute. Ouais. Et sinon, pour finir, donc la fameuse question, signature du podcast, j'ai envie de dire. Oui, Qu'est-ce que tu dirais à une femme en manque de motivation pour l'aider à se bouger? alors, bah, déjà, c'est compliqué parce que je suis la 12e personne à répondre à cette question et qu'elles ont toutes donné des super réponses. Et toutes différentes. Et puis et toutes différentes, franchement, c'était Mmh. impressionnant parce qu'elles ont et je pense qu'elles ne se sont pas Mmh. entendues en plus, donc bravo à elles. Et puis bon, je donne quand même d'ailleurs les mêmes, conseils que ce qu'elles ont donné elles, qui est d'abord, de faire du sport un moment de plaisir. Je pense que c'est la chose la plus importante. Le sport ne doit pas être une contrainte. Dans la vie, on a largement assez de contraintes, que ce soit, hors Covid, dans le travail, dans la vie de famille, dans les tâches quotidiennes, et avec le Covid encore plus avec, toute la situation couvre-feu, Mmh. confinement et compagnie. Donc on a tellement de contraintes qu'on n'est pas obligé de s'en rajouter une avec le sport, que le sport, ça doit être un moment de plaisir et que, ça doit être un moment à soi. Donc pour moi, c'est primordial et c'est peut-être voilà mon conseil, ça serait de se rappeler que le sport, c'est un moment, pour soi et qui nous fait du bien et quand on ressort d'une séance de sport, on est heureuse et cette fierté, ce moment dure pendant des heures et des jours après la séance et voilà, on l'a dit au début, on gagne en confiance en soi, on gagne en estime de soi et ça se répercute évidemment sur notre rôle ensuite de maman si on a des enfants, mais de femme, d'amie, de fille, enfin ça se répercute dans notre vie sociale en fait, dans notre travail aussi. Donc le sport, c'est bien plus que juste 1 heure de sport et je pense que quand on a compris ça, quand on fait l'effort de se mettre au sport, on s'en rend compte après. Mais pour ça, il faut faire un petit premier pas et peut-être un deuxième et un troisième et au fil des séances, on va s'en rendre compte et après, on peut plus s'en passer parce que ça nous apporte, d'énormes bénéfices physiques évidemment, mais mentaux, heu et voilà, le sport, c'est un super moment à soi, mais pas que derrière. Et bah, super. Et bah, on va terminer sur cette, très belle note positive et je te remercie Caro, du coup, pour m'avoir proposé ça. Merci d'avoir accepté. Je ne savais pas à qui demander, donc je me suis dit qu'il fallait que je demande à quelqu'un qui me connaît un petit peu, qui pourra rebondir parce que tu es quand même dans notre vie, très souvent, à la salle ou à la maison. Donc merci d'avoir, accepté et d'avoir partagé ce moment, avec moi. Bah, de rien. Bisous, à bientôt! Bisous. Et moi, je vous remercie d'avoir écouté cet épisode. J'espère qu'il vous a plu. J'espère qu'il vous a permis d'en apprendre un petit peu plus sur mon expérience. C'était donc le dernier épisode de cette saison 1 consacrée aux mamans sportives. J'ai hâte d'avoir votre retour et je vous dis à bientôt pour de nouveaux épisodes pour la saison 2.